Nous vivons sous un climat océanique tempéré, ce qui va influencer l'ensemble de l'écosystème et du milieu naturel. Et cet écosystème naturel va être à un moment donné en équilibre, et cet équilibre, c'est ce qu'on appelle le climax, qui est vraiment ce point d'équilibre dynamique de l'écosystème, qui est chez nous la hêtraie, la forêt de hêtres. Si la forêt a colonisé nos régions, c'est pour une raison, c'est que c'est le système le plus pérenne, le plus productif et le plus autonome. Donc c'est-à-dire il n'y a rien qui se perd dans une forêt, tout est récupéré. Alors la forêt actuelle, il faut savoir que c'est une forêt cultivée, on ne se l'imagine pas, mais en fait c'est l'humain, qui va déterminer la forêt telle qu'elle est aujourd'hui. Chez nous, on cultive les forêts à d'autres vocations, pour la filière bois, pour l'entretien d'une certaine diversité, pour la chasse, etc. Ici, on est dans tout à fait autre chose. On repart vers la création d'un écosystème à vocation nourricière, ce qui n'est pas la vocation des forêts cultivées actuelles. Donc on parle ici de jardin, jardin orienté vers une forêt nourricière, c'est-à-dire un écosystème qui se calque sur celui d'une forêt à un certain terme de son évolution. Alors la forêt comestible, c'est un écosystème cultivé dans lequel on utilise tous les étages, verticaux et horizontaux, pour produire de l'alimentaire, pour l'humain, pour les animaux, mais aussi pour régénérer les sols. Il y a plusieurs strates de plantes en fait, qui sont organisées ensemble et qui s'entraident les unes et les autres. Alors comme dans une jeune forêt, on va retrouver des arbres plus grands, qui sont la strate supérieure, des arbres de plus petite taille, des buissons, des plantes couvre-sol qui sont à hauteur du sol et qui peuvent avoir une certaine hauteur mais maîtrisée jusqu'à grand maximum 3 mètres. Et puis on a aussi des plantes grimpantes qui s'expriment dans ce type de forêt et puis parfois aussi des racines qui sont comestibles et puis des champignons. Ici, je dirais que c'est une petite jungle comestible. Une forêt comestible pourrait être quand même aussi un petit peu plus clairsemée. Et donc la forêt-jardin, c'est vraiment un système qui est inspiré de la nature, inspiré de notre système naturel forestier. Sauf qu'ici, on va choisir des variétés fruitières, de baies, des feuilles, des plantes vivaces qu'on aime, dont on aime le goût, dont on aime les saveurs, qui vont bien s'associer mutuellement. Alors, la forêt comestible peut nous apporter beaucoup de différentes choses. Ça va des racines aux feuilles, aux fruits, mais surtout aussi à l'esprit, à se sentir bien, à se déstresser, à trouver un milieu agréable. Je dirais qu'il n'y a pas que la bouche, il y a tout l'être humain qui est important. Alors par où on commence pour créer un jardin-forêt? La première chose, on s'informe sur ce que c'est un jardin-forêt et comment le mettre en place, parce que ça demande un peu de travail de conception. Même si on simplifie le processus, ça demande une réflexion en amont. Moi, je dirais la première chose qu'il faut essayer de cultiver, c'est la patience. C'est l'observation et c'est l'écoute. Essayer d'écouter les gens qui l'ont déjà fait. Observer les 4 saisons, observer la circulation de l'eau, observer la faune, la flore, ce qui est disponible sur le terrain. Deuxièmement, à partir du moment où vous voulez commencer à l'implanter, préparation du sol. Éventuellement, comme vous êtes en pente, travailler avec des courbes de niveau, voilà, pour faire en sorte de retenir l'eau. Et là, il y a des gens comme Seppolzer en Autriche qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est plus facile de partir d'une pelouse ou d'une prairie, de commencer par y éteindre la végétation en place, l'herbe en place, par des couvertures de sol adéquates, donc peut-être carton, un peu de matière riche en azote, paille, etc. Laisser faire la nature, quand on coupe la lumière, les plantes s'éteignent, et puis ça va relancer toute l'activité du sol. Ensuite, travailler avec penser à sa fertilité, où est-ce que vous allez aller chercher la biomasse pour fertiliser votre sol. Ça, c'est un enjeu qui est assez important. Et puis après, ce sera la plantation et puis choisir les variétés qui sont adaptées à votre environnement. Alors à la bonne saison, ce qui est le cas maintenant, de commencer à implanter tous les systèmes ligneux, donc ce qui va faire du bois, donc les petits arbustes, les grands arbres, les arbres à moyen développement. Et puis, en fonction des moyens, en temps, en énergie, en argent, etc., en ressources, de commencer le printemps suivant à instaurer tout ce qui est plantes vivaces, plutôt herbacées, pour compléter le jardin. Et puis, petit à petit, commencer à compléter de saison en saison et d'année en année. Voilà, c'est un système progressif. Mais il faut aussi que chacun y fasse le jardin que lui a envie d'avoir. Pas nécessairement copier le jardin de quelqu'un. Pour ça, il faut essayer.
Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, parfois on fait des erreurs. C'est avec les erreurs qu'on apprend le mieux. Mais c'est bien en fait qu'ici ne soit pas encore planté, parce qu'à mon avis, il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Il dit des espaces de repos. Ça peut être juste un tronc coupé, foutu au sol, et puis on s'assoit et mais on comprend qu'on peut s'asseoir là. On le voit tout de suite qu'on peut s'asseoir là. Vérifier les densités ici. Ouais. Enfin, en tout cas, si tu ne fais que de la strate au sol, alors ça me semble bien. Ou vous taillez à fond, mais il y a trop de densification sur des grands arbres, enfin des arbres à plus grand développement comme ceux-là. Et ici, tu es bien ensoleillé et il a le pied un peu humide? Il n'y a rien qu'à le pied humide. Hein. Tu penses que ça ne fonctionnera pas Je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas. Il va avoir difficile. Avec la diversité que tu as dans ta plantation, tout ne fonctionnera pas tout le temps, mais sur la durée, tu auras sans doute une belle production. Il ne faut pas juste mettre le kiwi et le laisser partir. Il faut un tronc unique. Et dès qu'il passe, dès qu'il commence à filer, à se torsader, on le coupe. Là, on attend qu'il y ait une repousse vigoureuse et il faut monter en une espèce d'espalier comme ça, jusqu'au moment où il arrive en haut. Et assez vite, l'idée est venue de faire des plantes vivaces et plus des plantes perpétuelles, de voir ce que la nature pouvait nous offrir. Eh bien ici, comme la forêt s'était déjà réimplantée, ce qu'on a dû faire, c'est enlever les ronces et enlever tous ces arbres qui venaient du bois voisin, parce que on a évidemment pensé, nous, notre forêt-jardin, avec des essences fruitières qu'on avait envie d'avoir, avec une grande variété de plantes et d'arbustes. On a préparé le sol pour les premiers semis de couverts de transition qui vont rester pendant plusieurs années, en attendant de pouvoir réimplanter des vivaces sur ces terres. La première chose qu'on a fait, c'était de gratter dans la colline, à la force des bras et des jambes, amener des brouettes et des seaux de compost, de fumier, de terreau, etc. Donc on est reparti vraiment de rien. Ce sont les premières fleurs de notre forêt-jardin. Et puis on a un mirabellier, moi j'adore les mirabelles. C'est trop bon ça, de bonnes confitures. Et ici derrière toi c'est un poirier. Un poirier. Poirier d'Anguin, et puis on a le poirier Légipon aussi là derrière. On a créé une haie brise-vent qui permettra à la forêt d'être vraiment dans un petit milieu, un microclimat où les vents froids ne pourront pas arriver. Donc on va gagner plusieurs degrés au sein de la forêt, ce qui nous permet d'avoir des espèces qui aiment vraiment bien les milieux chauds. Et ici par exemple, on va essayer des pêchers, des figuiers, même des citronniers rustiques. Voilà, on va pouvoir tester des choses. Ce projet a évolué chaque année un peu plus, de plus en plus de gens qui commençaient à entendre parler et qui venaient voir ce que c'était. Et comme ils se sentaient bien quand ils venaient ici, ils sont continués à venir. Mais l'idée ici, c'est d'avoir le plus possible de variétés. Donc il y a à peu près 400 pommiers, il y a à peu près 400 variétés de pommiers. Mais on constate aussi que là, ils s'autoprotègent les uns des autres. Avec Permaculture Diffusion et le projet Food Jardin, il y avait une volonté au tout départ du projet par certaines dames en situation plus précarisée qui avaient envie de nourrir mieux leurs enfants, ce qui a amené à créer des bacs potagers, et puis le projet s'est étendu. Et bien toutes ces volontés mises ensemble, plus des appels à citoyens, ont créé toute une dynamique à travers laquelle ce projet a pu voir le jour. Une forêt comestible, ça se fait évidemment avec plusieurs acteurs, si possible beaucoup. C'est comme dans la nature, la diversité apporte pas mal de force. Et donc on va aller chercher des acteurs qui sont plus des propriétaires terriens, d'autres qui vont plus travailler sur la conception, encore d'autres sur l'implémentation et sur le maintien, sur la communication du projet. Donc il y a vraiment de la place pour beaucoup d'acteurs. Il faut vraiment s'occuper de ses voisins, je crois que c'est le plus important. Parce que si vous avez des voisins qui sont acquis à la cause de votre projet, toutes les choses vont être beaucoup plus simples. Un autre enjeu auquel on ne pense pas beaucoup, c'est que finalement dans nos sociétés on est assez isolé, on est tout seul et on pense qu'on doit tout savoir par soi-même dans un jardin collectif. Donc ça permet à chacun de s'autonomiser, mais en fait c'est pas autonome, c'est interdépendant. Les uns avec les autres, on arrive à recréer beaucoup de résilience.
Alors face aux enjeux actuels, notamment réchauffement climatique, érosion des sols, etc., bien, avoir une forêt nourricière est un excellent complément à nos habituels maraîchages. Ça ne remplacera pas, mais en termes de qualité nutritive, de diversité de plantes, de qualité d'écosystème. Chaque chose a sa place et sa raison de vivre et sa raison d'exister. Les choses sont interactives les unes aux autres. J'ai pas arrosé une seule fois et tous les arbres ont tenu. Donc si en annuel, on a beaucoup souffert de la sécheresse. Donc les plantes annuelles sont assez fragiles par rapport aux aléas du climat. La forêt comestible devient autonome à la longue parce que tout ce qui tombe des arbres, les feuilles, les fruits qu'on ne consomme pas, constitue justement la nourriture du sol. Ça permettrait de solutionner des problèmes qu'on peut rencontrer dans les grandes cultures ou même dans les jardins potagers où les gens amènent énormément de biomasse et ont toujours besoin de réinjecter, que ce soit des nutriments, des minéraux essentiels dans leur culture. Et j'ai l'impression qu'avec l'arbre, on a la capacité de ramener de la fertilité qu'on ne retrouve plus dans les champs qui ont été lessivés. Mais finalement, on empoisonne la terre et finalement on nous empoisonne et on empoisonne la planète. Donc ce n'est pas du tout l'avenir. Mais par contre, on pourrait réinjecter dans la forêt, dans les cultures. C'est ce que fait l'agroforesterie. Une petite poignée de terre contient plus d'êtres vivants qu'il y a des humains sur Terre. Et ceux qu'on ne voit pas sont peut-être encore plus importants que ceux qu'on voit. Par exemple, les limaces, bon, ceux-là, on les voit pas toujours, mais on les voit quand même beaucoup, souvent beaucoup trop, mais ils sont indispensables. La limace est indispensable parce que la bave de la limace, c'est l'aliment préféré des champignons. Et on sait que les plantes sans leurs champignons propres ne savent pas pousser. On va, grâce à une autre façon d'utiliser l'espace en cultivant par exemple un jardin-forêt, permettre une régénération du sol. Mais on va aussi en même temps produire des aliments qui sont beaucoup plus nutritifs et on va aussi régénérer notre sol intérieur qui est en fait nos intestins. Donc on va vers l'amélioration du système extérieur et l'amélioration du système intérieur, entre guillemets. Et par rapport à ce qui nourrissait, je pense qu'on peut aussi revenir à une certaine densité nutritionnelle qu'on a perdue avec toute la sélection qu'on a faite par rapport aux légumes. Et il y a eu des études qui ont été menées en Angleterre où on a comparé des légumes annuels et des légumes pérennes, par exemple des épinards. Et on a remarqué que les épinards pérennes avaient beaucoup plus de densité au niveau nutritif que des légumes annuels. On est vraiment dans une démographie galopante, on est beaucoup sur une petite surface et je crois qu'il faut en fait adapter l'écosystème forestier à notre utilisation, à la quantité de nourriture qu'on doit produire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut travailler avec beaucoup plus d'alternance entre des clairières et des mini-systèmes forestiers. Voilà. Là, je pense que dans notre climat, on aurait la capacité de nourrir, en tout cas en grande quantité. Donc il n'y a pas de raison valable aujourd'hui, quand un humain naît, qu'il n'ait pas à disposition de la nourriture abondante, facilement accessible et de bonne qualité. L'avenir, c'est un petit peu essayer d'être humble, le plaisir de pouvoir promener dedans, de voir une pomme rouge, une pomme verte, une pomme jaune, une pomme bariolée,